Le polar, c'est un peu des maths, il faut que ce soit ultra structuré. Chaque piste doit avoir une réponse. On ne peut pas amener quelque chose sans qu'il y ait une réponse derrière. Je ne me compare pas du tout aux personnages. Mais j'aime bien d'ailleurs marquer une distance avec les personnages. Parce que je trouve que ça rend un peu schizophrène. On passe de l'esprit du taré à la victime. La fiction se permet un champ assez extrême, que ce soit dans la violence, le sang, l'image, etc. Cette semaine, dans Booksider, on va à la rencontre d'Isabelle Salé, on va parler polar, thriller. Avec son premier roman, elle nous a emmenés aux États-Unis. Cette fois-ci, avec Katanga, on part en Belgique. On va voir avec elle comment on peut concilier une casquette de directrice artistique, mais aussi d'autrice de polar haletant. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on passe de directrice artistique à écrivaine de polar ? Bon, alors déjà, pour la direction artistique, je trouve que c'est déjà un principe narratif. Donc un directeur artistique, c'est un peu le maître d'orchestre de plusieurs talents pour raconter, mine de rien, une histoire, que ce soit sur un film ou sur une annonce presse. Et non, c'était l'amour des histoires, raconter des histoires, format court, format long, mais j'avais jamais sauté le pas en pensant que j'étais capable de le faire. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu la grosse différence entre les deux. Donc c'est juste un support différent pour moi. Par petits bouts. Au départ, c'était pour une histoire qui me tenait à cœur, que j'avais vraiment envie de raconter, donc c'est parti de celle-ci. Et puis quand j'ai terminé cette première histoire, j'ai comme une sorte de baby blues, je savais pas que ça existait en écriture, une sorte de vide assez désagréable. Et je me dis, je peux pas rester comme ça. Et je suis partie donc sur l'histoire de Black Cliff. C'est comme ça que Black Cliff est venu en fait. Et c'était déjà du polar ? J'étais pas mal sur le roman noir au début, et petit à petit, j'ai mis une intrigue, ou j'ai intégré une intrigue qui était proche du polar. J'ai essayé de rendre ça un peu plus nerveux. Mais t'en lis beaucoup ? Oui, j'ai beaucoup de polar américains. Après, effectivement, je me mets pas mal au polar français aussi, je trouve qu'il y a des belles pépites. C'est quand même 80% de ma lecture, c'est essentiellement du noir ou du polar. Donc c'est pour ça, tu penses que tu t'es mise à écrire dans ce style-là ? Pour moi, c'est très inspirant. Okay. Mais à la fois sur des ambiances et sur, oui, la manière dont on structure un texte, en fait. Parce que le polar, c'est un peu des maths, c'est pas... en blanc, j'ai l'impression que c'est plus libre, qu'il n'y a pas vraiment de limite. Et le noir, il faut que ce soit ultra structuré. Chaque piste doit avoir une réponse. On ne peut pas amener quelque chose sans qu'il y ait une réponse derrière. Comment tu fais ? Tu as des plans ? Alors parce que comment ça se passe ? Combien de temps tu mets à écrire tout ça ? Alors déjà, je commence par un lieu, parce que c'est la recherche du lieu. Ça, c'est vraiment primordial. Je suis partie vraiment à chaque fois des lieux. Là, on est aux États-Unis. Là, tu nous emmènes en Belgique. Ouais. C'est vrai que c'est assez documenté quand même sur ces lieux. Tu y as déjà été ou pas ? Alors, j'ai vécu aux États-Unis longtemps, mais je n'ai pas vécu dans le Montana. Et la Belgique, je connais un peu, puis j'ai des origines belges et flamandes. Mais j'aime bien m'attacher à un lieu pour justement, à mon sens, c'est vraiment la base de ce que je veux. C'est ce qui va faire l'écran dans lequel je vais intégrer l'histoire après. Dans Black Cliff, par exemple, le climat a une importance majeure. C'est quasiment un acteur. Le froid, la neige, c'est prépondérant dans l'histoire. Quand tu commences avec cette architecture-là, tu as le lieu. Ensuite, pour boucler chaque histoire et faire des chutes et le côté vraiment qu'il y a dans le polar de tourner les pages, etc. Comment tu fais ? Je pense que la première écriture que j'ai, elle est vraiment sur le lieu. Je situe une ambiance, j'essaie de donner une vie à ces personnages. Le plan arrive quasiment à la moitié ou aux trois quarts. Okay. Quand j'ai vraiment amorcé les histoires, etc., là je me dis, il ne faut pas que j'oublie que j'ai fait ça. Et le plan arrive après. Okay. Mais au début, je me laisse un peu porter par ces gens que je ne connais pas et avec lesquels je crée un attachement. Et par l'attachement, après, je me dis, la cohérence, c'est qu'ils feraient ci, ils feraient ça, et de me mettre un peu dans leur mindset plutôt que avoir une vision très aérienne de leur vie. J'aime bien m'immerger dans les personnages et justement essayer de les faire agir tels qu'ils devraient agir si j'étais dans leurs épaules ou voilà. Donc c'est un peu ça cette idée. Et la structure arrive après. Et comment tu fais pour concilier ça et ton travail au quotidien ? C'est quoi ta routine d'écriture ? Comment tu y arrives ? Le matin, j'aime bien me remettre ce que j'ai lu la veille, comme ça, mine de rien, ça travaille. Et quand je reprends, j'ai déjà ce qu'il faut que j'ai déjà une idée à peu près de ce que je dois changer, ce que j'aimerais changer, ce qu'il faut peaufiner. Et après, je fais la petite règle de Stephen King qui dit de toujours laisser 6 semaines à un texte. Et le cerveau oublie complètement. Et après 6 semaines, quand on reprend, il y a énormément de cohérence. On se dit, oh, ça c'est nul, voilà. Donc je les remets dans les tiroirs pour les reprendre, c'est un peu Pénélope. Je défais pour refaire. T'as plusieurs lecteurs ? Ouais, j'ai de très bonnes amies qui sont très sympas et qui toujours sont curieuses de voir, donc c'est bien, j'avance aussi avec elles. Et tes très proches ont lu tes livres ? Comment ils le perçoivent ? Ils doivent trouver que j'ai un côté très sombre, mais oui, non, ça leur donne, j'imagine, ils aperçoivent une petite facette qu'ils ne connaissaient pas forcément. Mais j'ai jamais, on me dit pas, oh là là, c'est bizarre. C'est inquiétant. Non, non, je pense que psychologiquement, ils disent ça va, je suis encore à peu près équilibrée.
Et qu'est-ce que tu gardes de ta vie aux États-Unis? Plein de souvenirs, plein de sensations, plutôt des bons souvenirs d'ailleurs. Et non, c'est un état d'esprit, une culture, enfin, c'est des choses qui m'ont imprégné longtemps, oui. Et tu y retournes souvent? Ça fait longtemps que je suis pas retournée. Et comment tu arrives à mettre ça dans un polar? Par exemple, là, les États-Unis, comment tu as fait pour mettre ça là-dedans et retranscrire une atmosphère comme ça? Après, c'est resté assez visuel, et puis c'est sur des souvenirs de gens que j'avais rencontrés, leur manière de réagir à des questions, soit très patriotiques, soit très auto-centrées. Enfin, de toute façon, les États-Unis sont le centre du monde quand on y est, donc il y a cette impression, voilà, que tout tourne autour d'eux, puis le reste, c'est assez satellite en réalité. Et là, quand tu nous emmènes en Belgique, on pourrait dire qu'il y a peut-être une mise en abîme. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais te retrouver avec un corps devant chez toi? Oui, c'est assez drôle parce que je me dis, si jamais j'étais confrontée à cette situation-là, bon, alors heureusement, je suis quand même pas totalement dans le même état d'esprit qu'elle, et tant mieux, parce que j'aurais une santé un peu compliquée. Mais non, bon, il y avait quelque chose d'assez humoristique un peu dans la situation, puis sur la réalité, il ne l'est pas du tout, en fait, c'est dramatique. Mais je me disais, effectivement, c'est quand même le paradoxe de cette femme qui écrit que sur des romans policiers, qui se retrouve avec un cadavre devant chez elle, habituée à ses enquêtes, comment elle va gérer, etc. Tu as beaucoup fait de recherches pour documenter aussi? Celui-ci, oui. Ouais. Au niveau historique, oui. Ouais, j'allais te demander. Ouais. Au niveau historique, oui, parce qu'il fallait quand même rester dans les clous. Je ne peux pas aborder la colonisation. C'est quand même des topics assez importants, que ce soit la colonisation ou la Seconde Guerre mondiale, sans être quand même très fidèle aux faits. Et en fait, tout ce qui est historique est vrai. Hein. Justement, est-ce que pour celui-ci, tu t'es plus documenté que celui-ci? Oui, parce que là, il y a en fait, comme cette partie d'histoire est très longue, enfin, il y a une partie d'histoire qui est quand même assez longue, assez conséquente, puis ça va de 38 à 58, on va dire. C'est très chargé d'histoire. Là, on est sur une semaine à peu près dans le temps. Et bien en plus, ce personnage, donc, qui est Monsieur Garsanger, qui est vraiment un industriel belge qui a existé. Donc c'était très intéressant aussi de s'intéresser à son parcours, qui est atypique, et surtout tout ce qu'il a fait en termes d'histoire, dont on n'avait pas idée, enfin jamais pas idée en tout cas. Et ça te plaît de faire ces recherches? Enfin, là, tu as appris des choses. Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais aller sur ce sujet-là? Parce que c'est justement venu un peu par hasard. Je partais sur la Belgique avec cette autrice. Je m'aperçois quand même qu'effectivement, il y a un lien avec le Congo belge. Je commence à rechercher. Et en fait, c'est quasiment par le fil des recherches que j'ai composé aussi l'histoire, parce que les faits s'imbriquaient entre eux. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc c'était un hasard qui n'en est pas un, puisque c'est l'histoire qu'il compose, mais c'était passionnant pour ça. Mais tu avais ce truc de pulsion d'écriture? Oui, j'avais envie d'aller jusqu'au bout, puis d'avoir quelque chose un peu chiadé, un peu fort, un peu plus, enfin pas plus puissant, parce que je compare pas les deux, c'est deux histoires différentes, mais pour la partie historique, je pouvais vraiment, enfin j'étais obligée de travailler beaucoup plus, mais ça n'a jamais été une souffrance, hein, au contraire. Et comment tu vas faire dans le temps si tu continues d'écrire tous ces livres pour garder ton métier? Est-ce que tu veux le garder? Est-ce que tu penses que c'est un équilibre sain d'avoir les deux, ou tu aimerais en choisir un des deux? Idéalement, si je peux ne faire qu'écrire, je ne ferais que ça. C'est vrai que là, je sens que j'ai vraiment été... je sens vraiment la transition qui pourrait se faire. Après, j'adore mon métier, et puis de toute façon, enfin, je veux dire, soyons objectifs, dans le métier du livre, il faut quand même pouvoir manger aussi. Donc sans métier, c'est très compliqué, à moins d'en avoir 25. Voilà, je garde les deux en ayant cette petite lucarne d'espoir, en me disant, si un jour je peux faire que ça, waouh, ce serait super, évidemment. Tu penses que tu aurais plein d'histoires à raconter encore? J'en ai encore plein dans mon sac. C'est vrai? Oui, c'est pour ça, je me dis, je note plein de choses, parce que comme ça fait des idées pour après, mais ouais. C'est toute cette rétention, là, j'ai rien fait pendant je sais pas combien d'années, et voilà, ça sort maintenant. Tu t'es mise à écrire quand? Alors, au tout début, c'était même sous forme de nouvelles, c'était très bizarre, mais c'était en début 2000. Puis après, j'ai complètement laissé tomber, puis je suis retournée en 2018 avec une première histoire que j'ai terminée, et après arrivé Black Cliff, très vite en fait. Enfin, quand tu étais jeune, tu lisais beaucoup? Oui. Toujours en fait? Comme je suis enfant unique, donc j'ai passé ma petite enfance dans les bouquins, donc en réalité, en fait, tout est lié, tout est finalement cohérent avec le recul. Sur le moment, j'y croyais, je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais en fait, non, il y a une espèce de fil rouge depuis le début. Tu penses que c'est infusé en fait, oui, toutes ces années? Complètement. Et un jour, tu as écrit. Et il n'y a pas d'élément, t'as pas le sentiment qu'il y a un élément déclencheur dans ta vie qui a fait ça, qui a permis ça? Là, comme ça, spontanément, je ne pourrais pas le retrouver. Je sais que j'ai lu une info qui a réveillé un souvenir de cette première histoire, et que voilà, ça m'a donné envie d'aller dessus. Et ça a été peut-être le petit déclencheur, mais au départ, c'était vraiment dans ma bûche, je disais à personne n'était au courant. Un peu tabou finalement, on a l'impression que voilà, je faisais ça un peu de manière secrète. Et comment après, tu vas voir un éditeur? Comment ça se passe? Comment tu as fait? Au début, j'ai fait plein de bêtises. Dès que j'ai eu terminé Black Cliff, j'étais très contente d'avoir achevé, comme on a fini, je sais pas, moi, de peindre une chambre, j'en sais rien.
sans regarder si les champs étaient bien retirés ou quoi. Et donc j'ai tout imprimé, envoyé, etc. Puis, je sais pas, 30 maisons d'édition. Forcément, c'était un brouillon abouti, mais c'était juste un brouillon. Donc je me suis fait recaler, bien évidemment. En fait, je pense qu'à chaque fois, c'est un peu comme Sisyphe, quoi. Il faut se dire, bon, bah, c'est pas grave, allez, on remonte. Et c'était un peu la mécanique dans laquelle je suis allée, jusqu'au jour où il y a eu ce prix donc, de novice, du roman non publié et du polar non publié. Et c'est comme ça qu'en fait, je l'ai envoyé. Et j'avais retravaillé, bien évidemment, hein, entre-temps, entre les premiers envois et celui-là. Mais... Et après, c'est une rencontre, et là, maintenant, il est en poche. Donc, ouais, ça, et prix des lecteurs, sélection 2026. C'est c'était la super nouvelle, ça. Et qu'est-ce que ça fait de sortir là de ton bureau, justement, de ton travail classique, et d'aller rencontrer des gens qui t'ont lu, qui te font des retours, qui te parlent? Comment ça se passe? Comment tu le gères? C'est à la fois grisant, puis parfois de temps en temps j'ai l'impression de me regarder en train de faire quelque chose, mais c'est à la fois déstabilisant et en même temps je sais pas, enfin je dis pas normal dans le sens où c'est normal, mais il y a quelque chose d'assez naturel en fait, c'est ça, c'est plutôt naturel. Je suis pas surprise, j'aime bien en fait. D'ailleurs j'aime beaucoup les salons et les moments de rencontre. T'as l'impression que tu t'approches plus de toi maintenant que dans d'autres périodes de ta vie? J'ai toujours été plus ou moins en accord quand même avec moi-même. Ouais. Ouais. Oui, c'est juste une évolution là. Ok. Voilà, ouais. Tout à l'heure, tu parlais du fait que ton métier, c'est un métier d'image et que c'est cohérent aussi avec l'écriture, on va dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de ponts dans tes livres actuellement? Est-ce que tu puises pas mal dans ton expérience professionnelle pour y mettre des choses dans tes livres? Comme je travaillais avant en pub, on faisait des scripts pour des films. Donc, je ne dis pas que ça structure finalement une écriture, mais quelque part, on est obligé de visualiser dans une ligne de script. On a dit le lieu, en gros l'âge, la météo, quasiment tout est circonscrit en une phrase. Donc l'idée c'est ça, c'est de reprendre un peu finalement cette manière de mettre tous les éléments d'un coup, et puis après les retrier, les réarranger, mais finalement j'ai un petit peu gardé cette même mécanique en fait. Sauf que là, bon, effectivement, c'est pas avec des mood boards ou autre, c'est avec des mots, mais ouais, je pense que le principe est à peu près le même pour moi. Et tu travailles beaucoup l'image, l'esthétique, justement, dans tes livres. T'essayes qu'il y ait ça, comme dans ton métier? Alors, pas que ce soit trop pénible, parce que personnellement, j'aime pas lire 14 lignes de description sur un ciel bleu, voilà. Mais j'aime bien justement quand ça peut être assez synthétique, en une phrase ou deux, on a compris le lieu, la couleur, le machin. Un peu comme une image flash en fait, c'est ça, c'est d'arriver à... Et le plus difficile c'est ça, synthétiser en fait peut-être une image, un peu comme une photo, d'avoir cette petite touche photographique quand même dans le livre. Et qu'est-ce qu'il y a de toi de plus intime dans ces deux livres dont tu peux nous parler? Je me sens pas tellement proche des personnages de Blackleaf en réalité. Moi, si je me sens plus proche de la romancière, bon c'est pas mieux. J'ai pas du tout eu ces phases d'enfance ou autre et tout, mais non, ce que j'aime bien, c'est peut-être sur la perdition, quand elle est un peu paumée, c'est peut-être ces retranscriptions-là que je fais peut-être de manière plus fidèle par rapport à moi. Donc je me compare pas du tout aux personnages. Mais j'aime bien d'ailleurs marquer une distance avec les personnages, parce que je trouve que ça rend un peu schizophrène, surtout dans Blackleaf où je suis la première personne pour parler de gens pas gentils. Et il y a un moment, effectivement, on passe de l'esprit du taré à la victime, et c'est vrai que ça rend un peu... Voilà, donc c'est bien de le faire par étapes. Tu penses aussi que c'est cathartique d'écrire dans ce... Ouais, j'allais te demander. Bien sûr. Te change les choses, parce que tu peux mettre... Et là, tu sens les névroses passent beaucoup plus facilement, parce qu'on va les mettre sur les épaules et dans la tête de quelqu'un, donc c'est pas soi, et puis ça permet quand même d'expulser des choses, même si... Si je dis ça, on va vraiment penser que je suis tordue, mais c'est un peu l'idée, oui. Ça permet de fixer des émotions à travers des voix différentes. Est-ce que tu as des maîtres en polar? Alors, j'aime beaucoup James Ellroy. J'aime beaucoup Dennis Lehane. J'aime vraiment beaucoup la littérature noire, policière américaine, on va dire. Et après, j'aime bien aussi, mais dans un registre totalement différent, mais j'adore Burroughs, j'adore aussi cette écriture des années 60, assez incestuante en fait. Il y avait beaucoup, là pour le coup, énormément d'émotions. C'était très, très violent finalement par rapport à la société, en tout cas au niveau littérature. Et non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de références aux États-Unis, parce que je trouve qu'ils ont un panel d'écriture qui est très large, très vaste.
et qui était assez, qui est pour le coup, William Burroughs, c'est un fou furieux, mais quand il écrit, c'est à la fois moche et beau, et cette espèce de mix là, je sais pas, c'est assez excitant. Et mon préféré, ça reste quand même Bret Easton Ellis de loin. Je crois que c'est vraiment mon auteur fétiche, donc je peux relire des bouquins régulièrement, sauf American Psycho que j'aime pas, mais sinon tous les autres, je les adore. Et en film, t'en regardes ou pas? Oui, beaucoup aussi. Oui, séries, films et tout. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est bien, ça donne des petites touches comme dans une recette. Je trouve on peut prendre des petits éléments sans que ce soit... Donc il y a encore plein de choses à écrire là-dessus. C'est infini. Et tu sais, une fois, on a reçu une autrice ici aussi de polar, et elle nous disait que parfois les gens lui racontent des histoires bien plus sordides que ce qu'elle pourrait mettre dans des livres. Est-ce que tu as fait ce constat aussi, que parfois la réalité, elle peut être pire que la fiction? D'ailleurs, je trouve que c'est même terrorisant, parce qu'on se dit déjà que dans la fiction, on se permet un champ assez extrême, que ce soit dans la violence, le sang, l'image, etc. Bon, à bon escient, mais... Et effectivement, quand des gens commencent à raconter des témoignages de ce qu'ils ont vécu, plus ou moins en comparaison avec une histoire ou pas, et je trouve ça même atterrant, parce que ce qu'on espère faire en fiction en se disant, bon, allez, c'est pas moi, c'est... Voilà, rencontrer quelqu'un ou des personnes qui vivent des drames ou des situations sordides, ça nous, oui, c'est sûr, ça prend aux tripes. Et là, pour le coup, c'est pas inspirant, je trouve que ça fait même peur, parce qu'on se dit finalement, ce qu'on imagine nous et ce qu'on pense déjà assez extrême, en réalité ne l'est pas, parce qu'il y a pire, il y a toujours pire. Il y a des choses que tu t'interdirais d'écrire? Probablement sur les enfants, oui. Et tu as des clients qui t'ont lu déjà? Tu as eu des retours, des gens avec qui tu travailles? C'est plutôt bienveillant. Je pense qu'ils sont surpris. Bah ouais, c'est un peu... Donc après, la bienveillance, je sais pas si c'est une politesse ou autre, mais plutôt des retours positifs, oui. Et est-ce que maintenant que tu écris quand même de façon régulière, tu as l'impression que tu pourrais écrire autre chose? Par exemple, quelque chose de plus intime, quelque chose de plus peut-être autobiographique? Est-ce que c'est des choses qui te donnent envie ou pas du tout? Une autobio, non, pas du tout. Je sais pas qui ça peut intéresser. Non, mais je trouve que c'est assez auto-centré, je suis pas du tout là-dessus. Non. Tu penses quoi de cette littérature-là, justement, de l'auto-fiction? C'est un truc qui est quand même assez répandu maintenant. Et puis là, en ce moment, vraiment, les règlements de compte avec les parents, là, maintenant, on est vraiment sur la parentalité, et j'ai eu ci, et j'ai eu ça. Peut-être, je pense que c'est une vague. Ok. Voilà, il y a des tendances, donc j'imagine qu'en ce moment, chacun, il va à recracher sur ses mauvais souvenirs d'enfance, très bien. Bon, il y a des gens qui vont chez le psy, d'autres qui l'écrivent dans un bouquin. C'est un choix, mais je veux dire... Je sais pas si je trouverais ça très 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 prétentieux de ma part, mais bon, alors je vais quand même écrire sur ma vie, puis je vais le vendre comme ça, mais les gens vont être hyper intéressés. Ce que j'aime dans la fiction, c'est que justement ça permet de sortir, ça permet de mettre un petit peu de soi et de l'emballer dans énormément de choses qui font que c'est pas, on n'est pas sur une bio ou non. Moi, ça me met assez mal à l'aise en fait. C'est quoi l'idée du prochain ? Si tu peux nous en parler. Une piste. Il serait plutôt roman noir et inspiré de faits réels. Donc ce serait un peu plus... Là, on sortirait un tout petit peu de la fiction. Quand tu parles d'un lieu de départ, comment tu fais pour le visualiser si tu n'y as pas été ? Donc j'utilise pas mal Google Earth et effectivement le Street View, donc notamment pour Blackleaf, parce que Blackleaf c'est un hameau, donc tous les lieux existent aussi dans ce livre, mais c'est vraiment un hameau paumé au pied des Rocheuses du Montana, donc il fallait quand même... Et je voulais comprendre comment c'était fichu, et du coup, effectivement, cette femme... qui passe sa vie à courir dans la neige, j'avais retracé son parcours et c'est intéressant et je trouve que c'est encore plus facile une fois qu'on est vraiment au niveau, degré zéro au niveau Street View justement, de se projeter dans l'état d'esprit des gens quand on voit le décor, voilà. Donc ça permet d'avoir une vision à 360 finalement d'un lieu. T'as envie d'y aller ? Tu y as été depuis ? J'aimerais bien y aller, alors pas en hiver parce que je trouvais ça très hostile. Et un peu hostile. Mais oui, dans le Montana, bien sûr, ça fait partie d'un état que j'aimerais bien visiter, ouais, c'est sûr. Est-ce que t'as envie de les voir adaptés ? Blackleaf, je pense qu'il pourrait être adaptable, je sais pas, sous forme de série ou un film. Katanga, c'est plus complexe. Mais parce qu'il y a 2 lignes temporelles, alors voilà, il est peut-être moins évident en fait, on va dire, comme ça spontanément, à mettre à plat. Blackleaf, j'ai l'impression que c'est quasiment un scénario quasi écrit, qu'on pourrait voir justement par épisode, etc. Alors que Katanga, effectivement, il est peut-être plus chargé, plus complexe à réaliser. Enfin après là, je suis peut-être sur une réflexion de réalisation qui est pas... Mais ça t'amuserait de le faire ? Parce que comme tout à l'heure, on parlait script, tout ça. Ah ouais, faire moi, non. D'accord. Non, je participais, ou pourquoi pas, sur, par exemple, la psychologie des personnages pour regarder des choses, etc. Oui,
Mais non, mais c'est un vrai métier, hein, Bah c'est un autre métier. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Tous les livres d'Isabelle Salé sont à découvrir aux éditions Novice, mais aussi aux livres de poche. En attendant nos prochains épisodes, vous avez tous ceux qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Loopsider. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer.